Bien, on arrive à la fin de cette longue mais passionnante et particulièrement dense matinée sur les enjeux de l'époque en matière de santé. Je voudrais excuser pour ce débat l'absence d'un ancien ministre de la Santé, député Aurélien Rousseau, qui devait être avec nous et qui malheureusement nous a contacté hier pour dire qu'il ne pourrait pas être parmi nous. Il le regrettait beaucoup et vous salue les uns et les autres. J'espère qu'il aura une autre chance, évidemment. Et vous dire qu'il y aura le nouveau ministre de la Santé qui sera à 12h40 ou 45 à peu près parmi nous pour répondre à pas mal des questions qui ont été évoquées déjà ce matin. Donc on va parler d'industrie, d'emploi, de recherche publique-privée, de financement. On a voulu poser la question, la France est-elle toujours souveraine? Mais en fait, la réponse est un peu dans la question. On a vu ça pendant le Covid, la France n'est pas souveraine. D'ailleurs, de façon générale, qui est souverain en matière de santé? C'est un secteur qui a connu, et plutôt pour la bonne cause, on va en parler, plutôt une mondialisation importante, avec évidemment une spécialisation. On connaît évidemment l'Inde en particulier, la Chine, se sont particulièrement développées. Et donc, les dépendances également se sont développées. On en a pris conscience assez brutalement pendant la crise du Covid, dans pas mal de domaines. Et effectivement, on s'est pu se demander si on était allé trop loin et comment réindustrialiser. Après, on va en parler parce que c'est tout l'enjeu de cette table ronde, c'est qu'est-ce que ça veut dire réindustrialiser en santé. Ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, on ne va pas avoir tous les médicaments du monde produits en France ou en Europe, mais on peut réfléchir aux enjeux d'attractivité. Et on peut d'autant plus y réfléchir que, vous l'avez vu, on en a un peu parlé avec ce matin avec Denis Lafay, il y a un contexte géopolitique, économique qui change la donne de façon assez brutale. Alors pour la santé d'ailleurs, avec des vrais enjeux pour la santé, mais avec également des conséquences pour l'industrie et les industries de santé, puisque on n'a pas encore, on ne sait pas exactement à quelle sauce l'industrie pharmaceutique sera mangée, mais on sait qu'elle n'échappera probablement pas au débat sur les tarifs et en tout cas à un certain nombre de changements dans les années qui viennent et même assez rapidement. Alors à ce propos, et vous l'avez certainement tous vu, il y a eu pas mal d'initiatives du monde de l'industrie pharmaceutique, notamment ce courrier de 32 laboratoires. On va en parler avec vous, Reda Guia, dans quelques instants. Ce courrier qui a été adressé à Bruxelles pour dire que voilà, les conditions n'étaient pas forcément réunies pour empêcher, je crois que le terme était employé, l'exode, un vrai risque d'exode des investissements du secteur vers les États-Unis. Voilà, c'est dans ce contexte qu'on voulait vous réunir tous les trois. Donc, à mes côtés, on accueille Laurence Perrault, qui est la directrice générale du LEM, les entreprises de médicaments. Bonjour, Laurence. À ses côtés, je venais de le citer, Reda Guia, qui est le président de Pfizer en France. Et enfin, le petit génériqueur qui monte Made in France. On a parlé de vous dans la tribune dimanche. Damien Parisien, le directeur général exécutif de Benta, groupe Benta à Bonjour. Lyon. On a un peu parlé d'ailleurs de générique tout à l'heure, vous allez pouvoir peut-être y répondre. Alors, ma première question, peut-être, Reda, s'adresse à vous, puisque je vous interpelle, pardon, mais le contexte étant celui-là, c'est pourquoi ce courrier, pourquoi ces 32 groupes l'ont signé dans ce contexte, à ce moment-là? Qu'est-ce que vous adressez comme message? Est-ce que c'est un avertissement? Alors, tout d'abord, bonjour Philippe, Bonjour. bonjour à tout le monde. Euh, Écoutez, je vais un peu schématiser la situation actuellement aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Vous avez une administration euh, euh, qui dit, vous savez quoi? Quand vous regardez aujourd'hui l'innovation, d'où est-ce qu'elle émane l'innovation en termes de médicaments? Je parle en termes de médicaments, elle émane surtout des États-Unis. Euh, Autour de 50-52% des nouveaux médicaments qui sont innovants émanent des États-Unis. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce aux prix élevés aux États-Unis. Vous avez des prix au niveau des États-Unis qui sont entre 2 et 4 fois les prix des médicaments en Europe. Alors, vous regardez cette situation, l'administration américaine dit, nous prenons les risques, on finance l'innovation, et c'est grâce à quoi? C'est grâce aux prix élevés. Et vous savez, à la fin, qui profite? C'est l'Europe qui profite avec des prix qui sont inférieurs aux prix aux États-Unis, mais en plus, on produit toute l'innovation, ou une partie de l'innovation, en Europe. Alors vous savez quoi? Il faut tout repatrier
au niveau des États-Unis et il faut augmenter les pays en Europe. Je schématise, mais c'est un peu ça la situation. Alors, revenons à la lettre des 32 CEO. Vous savez, cette lettre a été envoyée à von der Leyen, c'était il y a, si je ne me trompe pas, deux semaines. 2 semaines. Alors, dans cette lettre, il y a eu une série de demandes. Ce que ces 32 CEO sont en train de dire, on veut rester en Europe. Nous sommes des sociétés globales. On veut traiter les patients. Notre mission, c'est de prendre en charge les patients, de les traiter, de trouver des innovations. On veut le faire partout dans le monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, mais il faut trouver une solution aujourd'hui pour rester en Europe. La solution, c'est quoi? C'est reconnaître la valeur de nos médicaments. Et puis, ils ont fait d'autres aussi. Ils ont demandé autre chose, par exemple, sur les taxes, etc. Mais c'est vraiment plus reconnaître la valeur des médicaments. Parce qu'il y a un gros gap avec les États-Unis. C'est plus une déclaration d'amour au marché européen qu'une lettre d'adieu. Oui, vous savez quoi? Vous savez pourquoi c'est une déclaration d'amour? On n'a pas le choix. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Même les États-Unis ne peuvent pas tout faire tout seul. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez, quand vous parlez de souveraineté, aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, on dit la souveraineté du point de vue américain, c'est l'indépendance. L'indépendance est impossible aujourd'hui au niveau du médicament. Que ça soit même au pour niveau, les États-Unis. même pour les États-Unis, que ça soit pour la recherche fondamentale, la recherche clinique ou pour la production. Alors, on va poursuivre le débat. Merci déjà de cette réponse assez franche. On va parler avec vous, Laurence Perrault, donc vous êtes directrice générale du LEM. Je le disais, vous avez sorti une étude assez intéressante sur l'attractivité de la France pour la recherche clinique, qui était intitulée assez brutalement, presque un article journalistique dans la Tribune, « La France stagne, l'Europe recule ». Et le sous-titre était « Comment préserver l'innovation ». Donc je retourne la question, peut-être nous dire un petit peu les principales données de cette étude et est-ce qu'effectivement on peut espérer rebondir? Oui, et merci de nous donner l'opportunité d'en parler. Et merci Reda. En fait, avant de répondre directement à la question, je me dis que nous sommes à l'heure des choix aujourd'hui, et des choix et des opportunités. Les choix à faire, c'est des choix urgents. Des choix urgents pour parler de souveraineté en France et encore plus de souveraineté en Europe. Et quand on regarde effectivement ce que rappelait Reda, la chaîne de valeur du médicament, ça départ par la recherche et ensuite ça arrive sur la production. Et sur cette chaîne de valeur, effectivement, la France et l'Europe, depuis quelques années, sont déclassées par rapport à deux grandes zones, les États-Unis évidemment et l'Asie. Donc soit on regarde en pleurant et en constatant que nous ne pouvons que nous déclasser, soit, et on lit aussi le rapport Draghi qui dit que c'est une opportunité formidable pour reparler souveraineté européenne et pour reparler d'une Europe de l'innovation. Et l'Europe de l'innovation, c'est de l'innovation pour tous les patients. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte que, où que vous soyez, sur le territoire français et en Europe, chaque patient ait son traitement des plus innovants aux produits du quotidien, au traitement du quotidien. Alors, sur le sujet des essais cliniques que vous mentionniez, c'est extrêmement intéressant de regarder les chiffres, et pas pour être dans la plainte, mais pour avoir des solutions. Quand vous regardez la place de la France en matière d'essais cliniques, nous sommes passés à la 3e place. Devant nous, nous avons maintenant l'Espagne et l'Allemagne. Et très très vite derrière nous, nous avons l'Italie. Donc on a deux options. Soit on se dit, on se fait la concurrence entre nous pour récupérer notre leadership, et probablement que la France a envie de retrouver son leadership, mais quand on dézoome au niveau mondial, on s'aperçoit que 80% des essais cliniques dans le monde se situent aux États-Unis et en Asie. Et donc, est-ce que l'urgence, puisqu'on parle de souveraineté aujourd'hui, est-ce que l'urgence en Europe ne serait pas de retrouver ce leadership? Parce que je crois, en tant que citoyenne du monde aussi, que rééquilibrer les forces en présence entre l'Asie, les États-Unis et l'Europe, c'est une opportunité pour les peuples, pour nous. Et donc, retrouver ce leadership, ça veut dire qu'on a des recommandations faites d'ailleurs dans cette étude, qui ne coûtent rien à personne, puisque en particulier, ce qui a fait que l'Espagne aujourd'hui est très très à la pointe, c'est de la simplification, et notamment de la simplification administrative. Et je rebouclerai juste, pour terminer sur cette séquence, c'est quand j'écoutais ce matin le sujet public-privé, on peut vraiment faire beaucoup plus pour travailler ensemble, notamment sur de la simplification, qui là encore
ne coûte rien à personne, mais c'est juste de l'efficacité. Merci. Vous avez ouvert plusieurs pistes. On va reparler des conditions de réussite d'une réindustrialisation. On va reparler du prix du médicament. On va reparler des essais cliniques et de la simplification. Mais avant, on va écouter Damien Parisien, puisque je disais le génériqueur Made in France. On parlait tout à l'heure des génériques en disant en France, on consomme à peu près 40%. Et dans un certain nombre de nos pays voisins, on est à du 80, 90%. Bon, je ne sais pas si le chiffre est le bon, hein. En tout cas, c'est ce qui était dit dans le débat précédent, l'un des débats précédents. Et vous, vous avez une usine, donc quand même, c'est bien, en France, près de Lyon. Et vous êtes, je crois, vous me disiez, à 7% de vos capacités utilisées. Donc, il y en a sous le pied. Alors, effectivement, on a repris une usine à la barre du tribunal en fait en 2020. Donc on est en région lyonnaise, hein, à Saint-Genis-Laval. Donc c'est une usine qui aujourd'hui fait 130 personnes, 130 collaborateurs qui sont présents. On fait de la forme sèche, du comprimé, de la gélule, du liquide non stérile, du pâteux, de la tube crème, gel. Et puis demain, on va faire du stérile à partir du début de cet été. Et alors c'est vrai que nous, on s'est focalisé depuis ces 5 dernières années sur 2 aspects dans notre business. En fait, un premier accès qui est, nous sommes sous-traitants pour des laboratoires, donc on fabrique pour des tiers. Et on est génériqueur et on a lancé nos premiers produits génériques sous notre marque Bentavion depuis l'année dernière. Assez modestement, hein, nous sommes le petit poussé de l'environnement pharmaceutique. Mais en tout cas, on va essayer de porter quelque chose dans notre ADN, c'est de dire il y a eu des tensions d'approvisionnement sur le marché, on a une usine en France avec de la capacité qu'on a repris et qu'on a upgradé sur les dernières années. C'est comment est-ce qu'on fait pour participer à faire en sorte que le patient français ait son produit à l'officine. Donc c'est un petit peu notre philosophie. Alors, et là, je rejoins tout ce que mes collègues disent, on ne peut pas tout faire en France, ce n'est pas possible. Par contre, essayer d'apporter une pierre à l'édifice, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et par rapport à votre chiffre, hein, juste pour confirmer, c'est vrai qu'on a 42% générique aujourd'hui en France versus du 83% en Allemagne. Donc on en a effectivement sous le pied. Je rebondis sur ce que vous dites avant de revenir au cœur du débat, mais ça me paraît important. Du point de vue du patient, enfin du consommateur de médicaments que nous sommes tous, ce qui nous a frappé, vous l'avez dit, c'est les pénuries, c'est-à-dire ce sentiment qu'il y a des tensions d'approvisionnement. À quoi est-ce que vous les attribuez, ces tensions qu'on a connues, et est-ce qu'elles sont moindres aujourd'hui? On en parle un peu moins dans la presse. Est-ce qu'elles ont été réduites? Peut-être vous écoutez tous les trois. Alors sur les pénuries, la question est intéressante parce que Monsieur le ministre n'a pas pu venir. Ça a été mon premier rendez-vous avec Aurélien Rousseau quand je suis arrivée il y a 18 mois, à la première semaine, où on était donc il y a 18 mois encore effectivement en forte tension sur le sujet. Aujourd'hui, la situation va mieux pour une raison principale, c'est que notamment le ministre Rousseau, et ça a été poursuivi par les autres ministres, nous sommes mis autour de la table parce que, en fait, le sujet des ruptures, c'est un sujet multifactoriel. Et donc, autour de la table, nous avons signé tout de suite cette charte d'engagement contre les ruptures, et donc nous sommes inscrits évidemment dans la feuille de route pilotée par le gouvernement aujourd'hui. Quand vous regardez les ruptures, d'abord, je voudrais retirer une idée fausse. Les industriels n'ont aucun intérêt à organiser les ruptures. D'abord, notre intérêt principal, c'est le patient. Donc, cette idée qui circule, qui consisterait à faire croire que nous organisons le marché de la rupture, j'aimerais vraiment qu'on l'écarte. Alors ensuite, on en reparlait à l'instant, la chaîne de fabrication du médicament est aujourd'hui, notamment sur les médicaments innovants, de plus en plus complexe et organisée au niveau mondial. Donc, il y a une complexification des chaînes de production. Et 2, évidemment, le sujet, notamment en France, du prix des médicaments est sur la table. Je vous ai 2 chiffres à retenir, hein. Nous avons les prix les plus bas d'Europe et la fiscalité la plus haute. Je ne suis pas là pour dire qu'on est dans la plainte, mais il y a un effet ciseau qui, naturellement, dans les moments où on a des capacités de production, on a des capacités de production qui sont aussi empêchées par un niveau de rentabilité sur le marché français. Mais c'est en se mettant autour de la table qu'aujourd'hui, en fait, en 2025, au moment où on se parle, nous avons, grâce à une anticipation de la déclaration des risques de rupture, nous sommes aujourd'hui passés en dessous du niveau de 2019. Donc la situation s'est largement améliorée, même s'il y a encore des situations Il ne faut pas tromper les Français, ce n'est pas en produisant plus de médicaments en France, on en a importé plus. Ce n'est pas que en produisant plus en France, il faut rééquilibrer la production, mais en France, il faut urgemment se reparler du financement et de la régulation, si on veut, pour répondre à la question de cette table ronde, reparler souveraineté sanitaire. Et si on parle de ce sujet-là, alors effectivement, ça conduira aussi à limiter les risques de rupture. On va écouter votre version, Reda, peut-être, de cette crise, de ces pénuries. Oui, alors, tout d'abord, je voulais rebondir sur un point, c'était
les fameux 42%, 80%. Oui, parce que vous avez tiqué. Donc. Oui, ça m'a tiqué. Damien, je suis désolé. Aujourd'hui, quand on regarde les derniers génériques, ok, on est autour de 80%, à hauteur de 3 mois. C'est 3 mois plus tard, c'est le génériqueur qui a une part de marché de 80%. Alors, peut-être que ce chiffre-là, 40%, c'était il y a quelques années, mais actuellement, on s'approche des 80%. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, dans ce cas-là, c'est plutôt sur la substitution, je suis d'accord. Aujourd'hui, on a un taux de substitution qui est très élevé. Par contre, sur le marché global générique, on a 42%. Voilà. Oui. Marché global, 42%, substitution, 80%. 80%. Alors, sur donc, ces pénuries, les moyens de les résoudre et la problématique économique du prix du médicament. Exactement. J'aimerais partager avec vous peut-être notre stratégie, la stratégie de ma société, Pfizer, ce que j'essaie de faire. C'est très simple, c'est que vous avez, aujourd'hui, quand on parle de souveraineté ou d'industrialisation au niveau de la France, ça passe tout d'abord par l'Europe. Par l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est que quand vous regardez beaucoup de nos sociétés, des sociétés pharmaceutiques aujourd'hui, vous prenez le cas de ma société, 95% de la production des produits qui sont commercialisés, qui sont mis entre les mains des patients en France, 95% sont produits en partie en France, en partie en Europe. Et notre rôle aujourd'hui, c'est quelque part de participer à cela. Maintenant, il y a plusieurs modèles. On parle beaucoup, il faut construire une usine. Une usine, ça prend entre 5 et 7 ans pour avoir les autorisations. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, exactement. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point très important, c'est que notre stratégie, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est de travailler avec des sociétés comme Benta, etc., c'est de créer un réseau de ce qu'on appelle les façonniers, des producteurs locaux de médicaments. Et l'idée, c'est de les intégrer dans notre stratégie, dans notre tissu industriel au niveau de l'Europe, avec un partenariat à très long terme. Ça, c'est ce que vous faites. Vous avez beaucoup de relations. Combien de façonniers travaillent avec vous? Alors, actuellement, par rapport à ma société Pfizer, on a actuellement 7 façonniers. Je peux vous donner un exemple. Nous avons un façonnier avec lequel on travaille depuis 20 ans. C'est Fareva. C'est une société qui a été créée, je crois, en 81 en Ardèche. On travaille avec eux. Ça fait maintenant 20 ans. Et quand vous regardez les 6 autres façonniers, ça fait maintenant des dizaines d'années avec qui on travaille. Ils sont complètement intégrés au niveau européen. Ça, je crois, c'est comme ça qu'on. Donc ils ont intérêt, ils ont sans doute lu avec intérêt le courrier dont vous parliez tout à l'heure, et ils ont intérêt à ce que vous ayez envie de rester en France et en Europe. C'est exact. Ça représente combien d'emplois, ces façonniers? Enfin, vous avez la chaîne de valeur de la production de médicaments pour Pfizer, c'est combien? Le nombre global, je ne sais pas, mais je peux vous donner un exemple. Il y a une société qui s'appelle Novacep, actuellement elle s'appelle Explora. Elle est basée aux Pyrénées-Atlantiques. On avait fait un transfert technologique d'un antiviral, c'est l'antiviral contre le Covid, et ça, automatiquement, en faisant cela, on a contribué à une création d'une 50aine d'emplois. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est très important parce qu'il y a une formation à faire. Il y a un investissement sur l'infrastructure et on les ramène quelque part à un niveau, parce qu'on travaille avec eux, un niveau qui est international. Ils peuvent encore attirer plus de médicaments. Ce qu'on ne peut pas faire quand on a une usine. Parce que, désolé, moi j'ai une usine, mes concurrents ne vont pas produire chez moi. Ce que vous disiez sur la difficulté de créer une usine en France, je vous donne la parole tout de suite, mais vous la mesurez aujourd'hui, vous avez des projets qui aujourd'hui sont freinés, ralentis, c'est 5 à 7 ans, c'est trop long. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques années, on avait des usines que nous avons décidé de céder. C'était il y a une quinzaine d'années, on a décidé de céder un certain nombre d'usines. Et quand je parle à mes collègues, aujourd'hui, la moyenne est entre 5 et 7 ans. C'est trop long. Écoutez, si vous voulez l'innovation de demain. Quand on nous parle de réindustrialisation depuis 2020, depuis le Covid, on est en 2025, on n'a pas vu, à part de Doliprane, on n'a pas vu beaucoup d'exemples. Alors, il y a 2 modèles. Un, c'est construire votre usine, mais en la faisant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez besoin de temps. Mais vous avez une innovation à mettre entre les mains des patients demain. Vous n'allez pas construire une usine. La meilleure façon d'aller très rapidement, c'est à travers des façonniers. Ça, c'est une autre stratégie. Et quelque part,
Quand vous créez un partenariat avec un façonnier, vous investissez. C'est un transfert non seulement de technologie, mais de connaissances. En travaillant avec eux, il y a un transfert de connaissances tel que ces façonniers locaux ont une puissance internationale. Ils puissent, parce qu'ils commencent à exporter. Ils arrivent à un niveau où ils peuvent exporter, etc. Ils peuvent attirer encore plus de molécules. Et là, on crée un cercle vertueux. Laurence Perron. Oui, je voulais réagir un peu comme le faisait Clarisse pour voir aussi la bouteille à moitié pleine. En France, l'industrie pharmaceutique, c'est 250 entreprises sur l'ensemble du territoire français, c'est plus de 100 000 emplois. Alors vous parliez de notre étude essai clinique, on va sortir notre prochain baromètre de l'attractivité de la France dans quelques semaines. On actualise nos chiffres et pourquoi il faut croire à cette industrie? C'est une industrie qui, avec plus de 100 000 emplois, emploie en fait de façon indirecte 400 000 emplois. C'est des emplois surqualifiés par rapport à la moyenne industrielle. C'est des emplois pour les femmes qui payent équitablement hommes-femmes, donc il y a une équité parfaite, donc pour rejoindre la table ronde précédente également. Et je l'entendais ce matin, un rapport, une étude Ipsos, l'industrie n'attire pas nos jeunes, alors que c'est une industrie qui peut créer de l'emploi et donc des carrières et donc un futur. Donc réinvestir aujourd'hui, réindustrialiser la France et donc l'Europe, c'est formidable pour la croissance et pour créer de la valeur. Donc moi, je crois absolument à cette industrie. Je crois à ce que cela crée, parce que ça crée de la vie, de la survie également. Nous allons tous vieillir et en meilleure santé. Donc tant mieux. C'est le moment de réinvestir en France et en Europe. Donc pour moi, c'est une opportunité extraordinaire. Et cette lettre, effectivement, des CEO, c'est pour recroire à la France et recroire à l'Europe en général. Donc c'est le moment, et donc c'est maintenant qu'il faut agir. Damien Parisien, donc chez Benta Group, donc 7 à 8% de capacité utilisée, 40% en moyenne de générique, donc même si la substitution est meilleure, on pourrait imaginer d'arriver à 80 comme les autres pays. Pour vous, c'est un marché formidable potentiel qui donc pourrait s'ouvrir. Imaginons que vous soyez à 100% de capacité, allez, ou même à 70, ça serait 10 fois plus. Ça représente, et vous êtes à 130 emplois, donc ça veut dire, je ne sais pas s'il y a un lien évidemment tout à fait immédiat, mais vous pourriez créer en tout cas des dizaines ou des centaines d'emplois. Effectivement, on pourrait créer beaucoup d'emplois. Après, je crois qu'on a, pour rebondir un petit peu ce qui a été dit, si on a un peu de courage et d'audace, je crois qu'on peut arriver à faire quelque chose. Aujourd'hui, où je rejoins ce que disait Laurent sur le prix des médicaments en France et par rapport à l'étranger, oui, c'est vrai, ils sont plus bas, oui, ils sont à un certain niveau. Aujourd'hui, moi, je ne crois pas, et ça, c'est notre position chez nous. Est-ce qu'il faut changer à la hausse ou à la baisse? Bien sûr, pas à la baisse, mais en tout cas de se dire, est-ce qu'on peut avoir une vision sur plusieurs années pour se dire, qu'est-ce que je peux faire pour investir? Aujourd'hui, lorsque l'on veut mettre un médicament sur le marché, un générique chez nous, c'est 2 ans. C'est 2 ans, c'est 6 à 9 mois d'industrialisation, c'est des mois de stabilité et c'est un dépôt d'AMM. Aujourd'hui, je pense que là où nous pourrions gagner, et là où je pense qu'on va se rejoindre, et notamment ça a été cité dans la fameuse lettre, ce sont les délais réglementaires. Aujourd'hui, c'est un véritable levier aujourd'hui pour rapidement mettre des produits sur le marché. Aujourd'hui, c'est clairement ce qui, en tout cas pour nous, pour Benta Lyon, peut être un frein sur le développement et cette aide qu'on peut apporter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi pour aller dans qu'est-ce qu'on peut faire, parce que moi, j'y crois aussi très fortement notre industrie en France, c'est aussi le remboursement. Le remboursement, aujourd'hui, en moyenne, c'est 3,6 mois pour obtenir un remboursement d'un générique sur des molécules qui sont connues. Mais si nous baissions ne serait-ce que de 2 mois ce délai, c'est 20 millions d'euros d'économies que nous pourrions faire en une fois. Et donc, du coup, d'aller très, très vite aussi sur le marché, très, très vite apporter une réponse. Alors là, peut-être, Reda, vous posez la question sur l'innovation. Parlez un peu, on ne va peut-être pas réindustrialiser en France tous les médicaments du monde. En revanche, on peut essayer d'être bien meilleur en matière de recherche. On a dans le plan France 2030 un projet sur les médicaments du futur qui a été lancé. Il y a pas mal d'argent qui a déjà été mis. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui, en matière d'essais cliniques, peut permettre peut-être aussi de gagner du temps, d'aller plus vite. Est-ce que vous pensez qu'on a un coup à jouer grâce à l'IA, grâce à ces investissements dans les médicaments de demain, avec un sujet, évidemment, le ministre est là, donc il va sans doute vous écouter sur le prix du médicament et le prix de ces innovations, et l'accessibilité de ces innovations. Est-ce que vous pensez qu'il y a une carte à jouer industrielle et de R&D pour la France? Moi, je dirais que, vous savez, quand vous vous mettez à la place d'un investisseur, qu'est-ce qu'un investisseur regarde? Un investisseur regarde tout d'abord,
est-ce qu'il y a un écosystème? Un écosystème qui est attractif et qui est compétitif. Je parle de compétitif, attractif et compétitif, parce que vous savez, vous pouvez être à un certain moment compétitif, mais après, on avance d'un pas. Vous avez d'autres pays, on est tous concurrents, même en Europe, qui avancent de 2 pas. Alors, il faut toujours faire attention à cela. Alors, ça, c'est le premier point. On regarde un certain nombre d'éléments. C'est quoi ces éléments? Tout d'abord, on regarde les délais pour investir. Les délais, ça peut être des délais au niveau de la recherche clinique. Et Laurence en a parlé aujourd'hui, on est 3e en Europe. C'est très bien 3e, mais il y a quelques années, Laurence, on était 1er. Bon, ça c'est un premier point. La deuxième chose, c'est les délais d'accès. Qu'est-ce que je veux dire par délai d'accès? Vous regardez les études européennes. Aujourd'hui, la France, il faut 527, si je ne me trompe pas, entre le moment où on est octroyé l'AMM jusqu'au moment où les produits sont entre les mains des professionnels de santé et sont mis à disposition des patients. Pour les vaccins, on a dépassé les 1000 jours. 1000 jours. On est toujours un des derniers à pouvoir mettre à disposition des patients, de la population, les vaccins. Alors ça, c'est un autre... Pour le Covid, on a fait plus vite. Hein. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on sait. Exactement. Faire. Alors, ça c'est un point très important, ce que regardent les investisseurs. Un autre point, c'est bien sûr la reconnaissance de la valeur de l'innovation. L'innovation a une valeur. Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que le prix est à la hauteur, oui ou pas? Je crois qu'on a discuté ce matin longuement là-dessus. Le dernier point qui est important, c'est le coût de fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire, les coûts de fonctionnement? Vous regardez une organisation comme la nôtre, moi je gère mon organisation, il y a des taxes, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la clause de sauvegarde, et il faut une clause de sauvegarde, hein, pour aller dans votre sens, il faut aller de clause de sauvegarde, mais il y a différence entre clause de sauvegarde et clause de sauvegarde. Sans rentrer trop dans le détail là-dessus. Et c'est quoi le prix de la différence pour vous entre clause? Alors, je vais laisser peut-être... Peut-être demander à Laurence, puisque là, les négociations commencent sur le projet de loi de finances de la Sécu. Donc, clause de sauvegarde, qu'est-ce que vous attendez? Alors, ce qu'on attend avant tout, et Monsieur le ministre vient d'arriver, c'est qu'on se mette autour de la table pour reconstruire le système de financement et de régulation de ce merveilleux secteur qui est celui de la santé et donc de l'industrie pharmaceutique. Nous, ce que l'on souhaite, c'est de revisiter notamment la fiscalité pour que ce soit une fiscalité qui incite et pas une fiscalité qui punit. Et donc, effectivement, comme le dit Reda, c'est que nous sommes évidemment contributeurs très fortement et OK pour l'être, mais à des niveaux aujourd'hui qui nous sortent des marchés. Et on pourrait très bien, avec le ministre et ses équipes demain, et les négociations vont démarrer bientôt, et il faut d'abord que nous clôturions d'ailleurs celle de 2025, puisqu'on a la chance d'avoir 2 PLFSS en un cette année, c'est de se dire quelles sont les conditions acceptables par les entreprises et surtout par le système de protection sociale, donc soutenable, pour que, effectivement, une fiscalité qui est à aujourd'hui à plus d'1,6 milliard, et quand on met tous les taxes, c'est quasiment 10 à 15 milliards que nous rendons à l'État, et c'est normal car l'État finance les médicaments. Comment rendre cette fiscalité incitative, ce qui reconnaît aussi les investissements en R&D à plus de 6 milliards en France, qui reconnaît 250 entreprises qui doivent tourner sur le territoire français, 130 000 emplois qui pourraient être encore plus forts demain. Donc, comment rendre cette souveraineté en route et pas à l'arrêt. Donc, c'est l'invitation que j'ai, c'est de réfléchir ensemble pour que cette contribution soit plus performante pour l'ensemble du système. On va terminer avec vous, peut-être, Reda Ghia, sur le début de notre discussion, ce courrier. Les États-Unis, même les États-Unis, ne peuvent pas être souverains en santé. Aujourd'hui, on est dans un monde d'interdépendance. On le voit bien, et on voit bien d'ailleurs les limites de ce qu'essaye de faire Donald Trump. Il peut avoir ses raisons, quelque part. On peut dire, OK, réindustrialiser l'Amérique, j'y vais, franco, je suis le plus fort. Mais même lui, il n'y arrive pas. Il atteint, en tout cas, il a atteint très vite, même, en moins de 100 jours, les limites de son propre raisonnement. Donc, du point de vue de l'industrie pharmaceutique, on ne sait pas ce qui va se passer, mais enfin, j'imagine que vous regardez ça avec attention. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel équilibre qui va se redessiner à l'échelle mondiale, des chaînes de production, et qu'est-ce que devrait faire l'Europe, donc de ce courrier que vous lui avez adressé, pour ne pas être que sur le niveau français, mais sur le niveau européen? Vous attendez quoi, en fait, d'Ursula von der Leyen, pour dire, OK, ben, on va rester, on est bien chez vous et on va continuer à investir?
Vous savez, la situation est, je dirais, n'est pas très stable. Il y a beaucoup de choses c'est très dynamique actuellement, tout ce qui se passe au niveau de l'Europe et au niveau des États-Unis. Ok, il y a une réaction par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, il y a eu la lettre est claire vis-à-vis de van der Leyen, Ursula van der Leyen. L'important aujourd'hui, c'est vraiment, il faut vraiment comprendre notre raison d'être au niveau des entreprises de la médicament, c'est le patient. Le patient n'existe pas uniquement aux États-Unis, il existe mondialement. Aujourd'hui, au niveau de l'Europe, pour que le patient ait accès aux dernières innovations, et rapidement, très important rapidement, il faut créer un écosystème complet. Ce n'est pas seulement l'industrie, c'est-à-dire la fabrication des médicaments, c'est toute une chaîne de valeur du médicament qui commence tout d'abord par la recherche fondamentale, et on a une recherche fondamentale extraordinaire en France. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des plateformes technologiques qui sont nées en France. Après, il faudra trouver les moyens de les avancer de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Et là, vous avez des investissements. Aujourd'hui, en France, on trouve quand même qu'il y a un écosystème qui est assez dynamique, qui commence au niveau d'investissement. On appelle ça les VC, les venture capitalists, qui investissent dans les sciences de la vie et qui prennent quelque part des risques pour les ramener au niveau de la clinique. Après, il y a tout l'écosystème de la clinique. La clinique, c'est des études cliniques. Les études cliniques, je dirais, c'est la première voie d'accès aux patients, mais notamment les patients qui n'ont pas d'autres alternatives thérapeutiques. Ça, c'est très important. Et si on arrive à faire cela, c'est beaucoup plus facile après à passer au niveau de la fabrication. Donc merci d'avoir bien posé l'enjeu. L'enjeu, c'est l'accès aux meilleures innovations finalement. C'est aussi ça qui se joue dans ce projet de réindustrialisation. Merci beaucoup à tous les trois. On va accueillir dans un instant le ministre.